C'est parti, donc bonjour à toutes et à tous. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas forcément le programme en tête, il s'agit de la session sur le nucléaire. Personne ne quitte la salle, bon, tout va bien. Donc on va démarrer, session sur le nucléaire. C'est un thème qui n'est pas souvent abordé en fait dans l'université de Saint-Thé. Et ce matin, j'entendais beaucoup parler d'énergie brune, d'énergie verte. On a parlé d'économie grise, d'économie verte. Et finalement, quelle est la couleur sur le nucléaire? Et c'est là où le discours semble un petit peu se brouiller. Le nucléaire a une couleur, mais quelle est-elle? Et le débat n'a pas encore été tranché. Comme n'a pas été tranché d'ailleurs, j'ai entendu parler ce matin de décarbonation et de décarbonisation. J'ai regardé, je me suis intéressé au sujet. Et en fait, l'Académie française n'a pas encore tranché non plus. Donc on peut dire les deux, finalement. Alors Nicolas Imbert, que je ne vois pas, mais qui va certainement arriver, mettait un peu dans le même panier les centrales nucléaires, le Minitel et le Concorde ce matin, mais est-ce vrai? Donc c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et je précise d'emblée que je ne suis pas un agent infiltré d'EDF quand je dis ça. Donc je vais essayer de poser quelques questions sur le sujet sans parti pris. Alors il s'avère que le nucléaire est un sujet souvent paradoxal. En effet, selon un récent sondage de Doxa, on voit que 53% des Français sont opposés au nucléaire. Ils étaient 2/3 favorables au nucléaire il y a 7 ans. Mais dans le même temps, ils disent aussi que rien ne presse pour réduire la part à 50% dans le mixte électrique français, comme ça a été acté maintenant dans la loi. Et même 71% pensent qu'il faut mieux attendre la fin de vie des centrales. Mais en même temps, 52% veulent lutter contre le réchauffement climatique. En fait, les Français ne voient pas le nucléaire comme une énergie décarbonée, ou décarbonisée, mais on va dire décarbonée, c'est plus simple. Et ils ne le voient pas comme un moyen de lutte contre le réchauffement climatique. Et au contraire, un sondage réalisé en 2019 indique que plus de 2/3 des Français pensent que le nucléaire contribue au réchauffement climatique. Donc on voit là aussi que le discours est relativement brouillé. Malgré les accidents bien connus de ces dernières années, Tchernobyl, Fukushima, ils ne semblent pas percevoir la sécurité comme étant un problème majeur. Ils sont 23% à penser qu'il faut améliorer la sécurité de nos centrales nucléaires. Mais en fait, on se rend compte que c'est un sujet qui a depuis longtemps aussi quitté le terrain purement technique ou scientifique pour devenir politique. 2/3 des électeurs de droite et de la République en marche sont pro-nucléaires, 2/3 des électeurs de gauche sont anti-nucléaires, donc rien à voir avec la technique a priori. Sociologiquement, on voit aussi un clivage important. Une grande majorité de catégories CSP+, sont plutôt pro-nucléaires, alors que les catégories au niveau plus modeste sont plutôt opposées. Alors on l'a vu aussi en Allemagne, la politique en Allemagne, où pour des raisons purement électoralistes, Angela Merkel a annoncé la sortie du nucléaire pratiquement du jour au lendemain, sans même se concerter avec ses voisins, dans la France. Et on sait aujourd'hui que les émissions de CO2 sont en hausse dans ce pays, notamment à cause de la réouverture de centrales au charbon. Mais aujourd'hui, ça c'est tout à fait récent, 2 figures des Verts ont demandé le report de la fermeture de certaines centrales allemandes parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, que la situation actuelle avec des centrales à charbon n'est pas tenable. Aux US, et nous avions Robert Bell tout à l'heure, par contre, le nucléaire semble bénéficier d'un support bipartisan, républicain-démocrate, et ils ont voté une loi pour l'innovation et la modernisation de l'énergie nucléaire. Donc on a le sentiment que l'image est brouillée, qu'il est difficile de classer le nucléaire quelque part. Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est gris, brun ou même bleu? On entendait parler du bleu. Et on a le sentiment qu'il est difficile d'avoir un débat sur des bases claires et sereines en France sur ce sujet. Alors si on revient sur un terrain un peu plus scientifique, donc on quitte maintenant le débat politique, on revient sur le terrain scientifique. J'ai eu l'occasion de rencontrer un climatologue du MIT il y a 2 ans, et je lui ai posé la question, et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, entre le risque climatique et le risque nucléaire, je n'hésite pas une seconde, je choisis le risque nucléaire. On arrive aujourd'hui à construire des centrales à sécurité passive, on arrivera à maîtriser le problème des déchets, à éliminer le risque de prolifération des fins militaires. On peut citer aussi le rapport du GIEC d'octobre 2018, où il est dit
qu'il faudrait multiplier par 6 les capacités nucléaires mondiales pour atteindre les objectifs de 2050, mais ce développement est limité souvent par l'acceptabilité sociale du nucléaire, et ça on le voit dans de nombreux pays. Alors malgré ces avis de scientifiques, on voit que et à cause probablement de cette acceptabilité sociale, on voit que le nucléaire, globalement, dans sa globalité, fait du surplace et contribue aujourd'hui de manière insuffisante à la décarbonation, puisque je tranche le débat en disant décarbonation de l'électricité. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 10,1% de la génération d'électricité s'est faite à partir du nucléaire en 2018. On peut souligner d'ailleurs que cette production d'électricité a été dépassée depuis peu par les énergies renouvelables. Je crois que c'est depuis cette année. On produit plus à partir d'énergies renouvelables. On remarque que les capacités de production de nucléaire en service ont même baissé depuis un an, mais qu'actuellement, il y a tout de même 55 centrales en construction sur les 442 en service, dont 11 en Chine, 7 en Inde et 4 en Russie. Et on voit que les Chinois sont en train de prendre un leadership mondial sur le nucléaire, que les Européens et les Américains ont un petit peu laissé de côté. Et le risque, c'est comme sur les énergies renouvelables avec le solaire et les batteries, qu'ils deviennent le leader mondial de ce sujet-là. Alors tout ceci, malgré ces constructions, donc ça reste insuffisant pour contribuer significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, il y a une étude récente du MIT par le professeur Bongiorno qui dit que le nucléaire pourrait contribuer de manière significative à la décarbonation de l'électricité aux côtés des énergies renouvelables. Effectivement, c'est un mix. Et que sans cette contribution, les coûts de décarbonation vont augmenter de manière importante. Mais le problème fondamental reste celui du coût. Alors on a vu ces dernières années le coût des énergies renouvelables diminuer de manière spectaculaire. Alors on voit ce qui se passe sur l'éolien et surtout sur le solaire, où on atteint des niveaux qui sont très largement inférieurs, et on a une courbe d'expérience comme la loi de Moore qui est très fortement décroissante, alors que celui du nucléaire a augmenté. Et on l'a vu sur des chantiers tels que Flamanville, Hinkley Point au UK ou en Finlande. Donc ce coût du nucléaire, donc le problème fondamental qui subsiste, c'est un coût du nucléaire élevé. Et selon Lazare, qui produit tous les ans un baromètre des coûts des différentes énergies, effectivement, il le situe pour les centrales nouvelles, donc de dernière génération, entre $110 à $190 par mégawattheure, qui bien entendu est un coût exorbitant. Mais ce même professeur Bongiorno, dans cette étude du MIT, montre qu'on peut aussi inverser la tendance sur ces grosses centrales, notamment en améliorant la gestion des projets. Alors on l'a vu sur certains projets, cette gestion est aujourd'hui défaillante. En investissant dans les formations, parce qu'il faut avoir des filières et des compétences nécessaires pour construire une centrale en temps et en heure et dans le budget. Il montre aussi que par la construction de centrales plus standardisées et en augmentant la part de production de certains modules en usine, on peut réduire significativement le coût. Et j'ai lu un article hier où je crois qu'il est indiqué que sur le site de Flamanville, il y avait quelque chose comme 30 000 types de valves différents. Je veux dire, il y a certainement, et la personne indiquait certainement qu'il y a des possibilités de standardisation pour réduire les coûts, faciliter la maintenance. Et on peut inverser la tendance aussi en s'orientant vers des réacteurs à sécurité passive qui ne nécessitent pas de générateurs de secours. Et on a vu ce qui s'est passé à Fukushima. Ces réacteurs aujourd'hui existent en Chine. Alors pour le relancer de manière significative, il faudrait que plusieurs conditions soient réunies. Donc il faut d'abord, et je l'ai dit, gagner en compétitivité. Et il serait intéressant de voir un test d'une offre que EDF a fait sur plusieurs réacteurs au UK dans la foulée d'Hinkley Point, et de voir si effectivement les leçons ont été tirées des différents chantiers. Il faut arriver à améliorer cette image, cette acceptabilité sociale, avoir un discours clair et serein sur le sujet, et surtout que la France ait une doctrine claire et forte sur ce sujet, mais on n'a pas l'impression que ce soit le cas actuellement. Favoriser les investissements, il faut continuer à investir dans ce sujet. Je dois stopper? Non? Quel est le problème? Je continue. Et enfin, il faut stimuler l'innovation. Alors l'innovation, là on parle surtout
actuellement de réacteurs conventionnels de 1 gigawatt au plus, donc des gros réacteurs, mais dont la construction reste toujours hyper complexe, vu la taille de ces réacteurs. Et donc, il faut arriver à stimuler l'innovation, et on voit maintenant apparaître des projets de SMR, Small Modular Reactors, donc des petits réacteurs de 100 à 300 MW, voire des micro-réacteurs de 10 MW, et notamment des startups, notamment aux US, s'intéressent à ce domaine. Il y a une société qui s'appelle NuScale Power, dont le design vient d'être approuvé il y a 2 mois par l'autorité de sûreté nucléaire aux US, et qui a un objectif de production d'électricité à un coût de $60 par mégawattheure, donc qui serait compétitif par rapport aux centrales à gaz aux US, à sécurité passive, et il prévoit une tête de série avant la fin de la décennie. Et je précise que c'est une initiative privée, que Bill Gates et Jeff Bezos, qui ne sont pas des illuminés, donc ont investi dans cette société. Nous avons Kairos Power, une autre nouvelle initiative aux US, et Lou va vous en parler dans quelques instants, donc je ne vais pas déflorer le sujet. Mais quand on parle de tout ça, quand on parle de nucléaire, et quand on parle de tout ça, on parle de fission, c'est-à-dire de réactions en chaîne qui sont obtenues par le bombardement d'atomes d'uranium par des neutrons. Le Graal de l'énergie, ce dont on parle depuis maintenant plusieurs décennies, c'est la fusion, c'est-à-dire la capacité à reproduire sur Terre des phénomènes qui sont observés sur le Soleil, la capacité à fusionner des atomes à des températures de plus de 100 millions de degrés, qui à ce moment-là libèrent plus d'énergie qu'ils en consomment. Donc c'est un sujet dont on parle depuis plusieurs décennies, mais qui commence à avoir certaines réalités sur le terrain. Il y a bien sûr le projet ITER en Europe, qui est un projet international dans le sud de la France, qui prévoit une mise en service expérimentale dans la décennie, on l'espère, pour un coût de 14 milliards d'euros. Mais on voit aussi d'autres projets naître aux US, au Canada et au UK. Je citerai notamment une start-up privée de Boston qui s'appelle le Commonwealth Fusion Systems, qui aura un démonstrateur d'un petit réacteur en 2025. Et comme ils ont commencé plus tard, en fait, ils sont sur un design qui est plus avancé que celui de l'ITER, dont le design a été élaboré dans les années 90-2000. Donc tout ceci est encourageant, puisqu'on voit la multiplication de projets, que la fusion, c'est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, mais ce n'est plus dans 40 ans, dans 50 ans. Ça va peut-être arriver plus vite qu'on l'espère, qu'on le pense. Et donc peut-être que finalement, la transition énergétique et ce qu'on vit actuellement pourra être une nouvelle chance sur le nucléaire, que ce soit fission ou scission. Fission ou fusion. Voilà, j'y arrive. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction, avant d'accueillir Lou Martinez-Sancho de Kairos Power, et qui va nous présenter cette nouvelle initiative. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Franck, pour surtout d'Horizon et puis pour avoir présenté la problématique d'une façon très claire. Je vais essayer de faire la présentation en français, mais probablement ça sera du franc-anglais et un tout petit peu d'espagnol si la fatigue arrive à la fin de l'exposé. Mais l'important, c'est qu'on arrive quand même à partager sur ces sujets. Je voulais seulement une intro toute courte. Un grand merci à Myriam, à Diana, mais à tous les membres en fait, du comité de direction de la Fondation e-Santé, parce que depuis des années, ils sont toujours une ouverture sur les sujets, sur le rôle du nucléaire, avec un œil critique différent, avec des questions. Lou, montrez-nous, parce que des fois, quand on écoute parler des experts en nucléaire, on ne comprend pas trop, mais on pense que peut-être on n'est pas en train d'avoir les bons angles. Et du coup, on avait parlé avec Myriam il y a quelques mois sur les systèmes énergétiques décarbonisés qui sont aussi distribués avec beaucoup plus de renouvelables. C'est quoi les rôles en fait? Est-ce qu'on peut faire du nucléaire qui est aussi distribué pour avoir un fit qui est mieux en fait dans ces systèmes énergétiques? C'est ça que je vais essayer en fait de vous expliquer. Et aujourd'hui, je serai ravie aussi ce soir et pendant les pauses de répondre à beaucoup de vos questions que je pense que vous devrez avoir. Un disclaimer, je suis une scientifique de formation, mais en biotech. Donc, j'ai arrivé, comme je dis souvent, c'est l'énergie nucléaire qui m'a choisi. Ce n'était pas mon choix initial. Et je suis ravie que ça arrive parce que j'ai appris beaucoup.
Je suis plutôt une industrielle, j'ai travaillé dans beaucoup d'industries, de l'automobile au BTP et aussi évidemment dans l'énergie nucléaire. Donc seulement pour savoir et qu'on soit tous avec une ouverture large. Myriam, ce matin, ouvrait cette université d'été en nous disant le changement est difficile, mais il faut le faire. Donc cette quote d'Albert Einstein, il nous met aussi dans cet état d'esprit. Donc pour changer, on doit changer notre façon de penser. Et je pense que sur le nucléaire, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de politiques. Et finalement, il faut aussi essayer d'être ouvert pour essayer de changer cette façon de penser. Comme il disait, Franck, dans certaines des études qu'il nous a montrées, je ne vais pas revenir sur tous ces chiffres-là que vous connaissez tous, mais aujourd'hui, on a une difficulté majeure. Le problème, il est énorme. C'est-à-dire qu'on va être plus de 9 milliards de personnes sur la planète. On est en train de grandir des villes qui sont en verticale pour pouvoir accueillir tous, avec des ressources limitées, comme certains de nos économistes nous disaient. Comment on arrive en fait à continuer à croître dans ce système que finalement il est fermé. Donc il faut vraiment beaucoup d'énergie, pas seulement d'électricité. Comme vous savez, les émissions de CO2 issues de l'électricité aujourd'hui, c'est à peu près 40%. Le reste, c'est le transport, on a parlé aussi l'agriculture, l'alimentation, les bâtiments qui ne sont pas bien isolés, etc., etc. Mais derrière ça, il y a aussi de l'énergie. Et le nucléaire ne produit pas seulement que de l'électricité, il peut produire aussi de la chaleur pour répondre aussi à un certain nombre de ces problématiques-là. Bon, cette courbe-là, je suis sûre que vous avez l'habitude de la voir plutôt sans l'ego cercle, où en gros, on voit ici, ça c'est les consommations de CO2 en faire pas de pays, mais ici on a les HDI, les Human Development Index. Si on n'a pas accès à l'électricité, si on n'a pas accès à l'énergie, on ne peut pas se développer. La difficulté qu'on a, qu'est-ce qu'on dit en fait à tous ces pays-là qui sont ici en bas de la courbe, qu'ils veulent atteindre les niveaux de développement qui est par là. Ça, c'est une première lecture. Donc les besoins, ils sont tout simplement énormes. Le deuxième besoin, c'est qu'on voit, quand on regarde qui pollue le plus, on voit entre les États-Unis et la Chine. C'est ça qui marquait Myriam aussi ce matin. Donc, ces pays-là, si on arrive à trouver des solutions, l'impact, il sera meilleur. C'est important de remettre le nucléaire aussi dans ce contexte-là, parce qu'il y a des choix, en fait, qu'il faut réaliser. Cette photo-là, c'est des amis. En fait, je suis basée à San Francisco. Vous voyez, ça, c'est les ponts. Ah non, on ne voit plus le pont. Là, voilà. C'est le Bay Bridge. Kairos Power, il est juste derrière. D'habitude, on peut le voir de ce point de vue, mais malheureusement, entre le Covid, les incendies, les lockdowns qu'il a eu, le manque d'électricité, ça est devenu extrêmement difficile les dernières 6-7 semaines à la Bay Area. Donc, l'enjeu, il est vraiment énorme. On doit diminuer, en fait, passer des 530 grammes de CO2 par kilowattheure électrique à 40 grammes. Donc, il y en a peu d'énergie qui s'arrive à faire ça. Ça, c'est une utility, Southern, c'est une des grandes utilities américaines, un peu comme EDF, mais un peu plus petit parce que là-bas, tout était très distribué. Et ça, c'est comme un système énergétique complet, il fonctionne. Parce que souvent, quand on parle aussi on va décentraliser, on va mettre plus de renouvelables dans les systèmes, qui est génial. Mais c'est quoi les impacts, en fait, dans cette partie-là? Comment cette transmission, il va réaliser? Comment la distribution il va être fait? Est-ce qu'on a besoin des systèmes de stockage? Quand les systèmes de stockage ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand il n'y a pas le soleil, quand il n'y a pas de vent, comment on règle tout ça? Et les 6 semaines qui ont passé en Californie, qui ont une politique de transition énergétique extrêmement agressive pour se décarboner, avec des besoins faramineux, avec tous les GAFA, quelqu'un l'a aussi nommé ce matin, ça devient quand même un petit peu challengé. Et deuxièmement, il y a les consommateurs qui sont là. Donc finalement, on est en train de passer des systèmes très, très centralisés à des systèmes plutôt distribués. Donc les gros réacteurs qui ont été développés dans les années 50, 60 ou 70 jusqu'à les années 80, ils fonctionnent extrêmement bien dans ces systèmes centralisés qui sont très puissants, très efficaces, mais qui ne sont pas résilients. Donc ils ne peuvent pas s'adapter à tous ces changements environnementaux et à tous les changements que
la poussée des renouvelables inflige sur les systèmes. Donc on doit pouvoir modifier ça. Et c'est de cette idée-là qu'est l'idée des réacteurs de plus petite taille, il est né, pour pouvoir réaliser un système énergétique décarboné qui soit adapté en fait à un système distribué. Ça, c'est vraiment la raison d'être. Cette courbe-là, que certains d'entre vous, vous la connaissez, c'est la California Independent System Operator qui la suit depuis 50 ans, qui suit vraiment les besoins de consommation. Qu'est-ce qu'il arrive en fait? C'est qu'il y a des pics énormes entre tôt le matin et tard le soir quand les gens ils rentrent du travail qui ont besoin d'avoir cette énergie-là. Une chose qui est énorme quand on est dans un système qui est dérégulé, et nos économistes ils ont aussi fait un très bon topo ce matin là-dessus, c'est les prix. Dans cette pic-là, on peut passer du coût du kilowattheure de $60, quand on est vraiment dans les pics de cette courbe à canard, à $15 quand on est dans les bas. Donc ça suppose aussi un impact très fort pour les personnes et les foyers qui sont plus défavorables. Le maire de La Rochelle, ce matin, il a dit que toute transition énergétique ne peut pas se faire au détriment, en fait, des populations et des minorités moins défavorables. Et c'est pour cela qu'on pense que ce nouveau nucléaire est intéressant. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais pour vous donner une idée, en Californie, si on met tous les systèmes de stockage qui existent actuellement et que toutes les voitures se mettent à rouler là-dessus, avec des fabuleux Tesla comme ils sont en ce moment, on n'a que 23 minutes d'électricité en stockage. C'est pour vous donner, à la place de faire trop scientifique, vous donner une idée où tout le monde peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire et les difficultés qu'on a. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je croyais que j'allais avoir un peu plus que 8 minutes. Donc, d'accord. Merci, Timekeeper. Donc, ici, ça présente à quand on dit on a besoin de flexibilité et de résilience dans nos systèmes énergétiques, de quoi on parle? Parce que si on ne comprend pas bien cette graphe que vous êtes en train de voir, du coup, on ne peut pas comprendre pourquoi on a besoin du nucléaire et pourquoi on a besoin du small modular reactor plutôt que des très gros réacteurs. Mais ça, évidemment, ça dépend des systèmes énergétiques, s'il est centralisé ou distribué. Donc, on a 4 types, en fait, de flexibilité. Donc, en fonction du type de flexibilité, le stockage d'énergie, c'est une très bonne solution. Donc, quand on va être ici dans les subsecondes, aux secondes, aux minutes, là, on a vraiment besoin d'avoir un système de stockage qui permet de faire la suite ou la continuité. Des fois, on va swifter entre du solaire et du wind, ou de la biomasse, etc. Mais des fois, tout simplement, on a besoin de swifter des technologies vers du gaz ou vers du nucléaire pour faire la base load. Et c'est là, en fait, ici, quand on a besoin de quelques jours ou quelques heures, où ces systèmes qui produisent en quantité d'une façon sûre, ils ont ces compétences. Aujourd'hui, en Californie, tous les utilities, vous avez entendu, lu dans la presse, l'énorme quantité de difficultés qui sont à avoir un système qui soit reliable, resilient, et qui permet en fait de coupler ces 4 systèmes de flexibilité. Et ça, c'est une des failles qu'on a et qu'on doit tous traiter pour avoir une transition qui soit réussite, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il passe dans le nucléaire? Et là, on rentre dans les gros du sujet. Donc, jusqu'à maintenant, ça que vous voyez ici, il y a une grosse rupture actuellement dans les années 2020. Ça a commencé un petit peu avant. Merci, Franck, pour nommer le professeur Jacopo, que je connais bien et qu'on est tous dans cette petite communauté. La génération 1, 2, 3 et 3+, ce sont les réacteurs qui actuellement ils sont en train d'être opérés dans la centaine de réacteurs que Franck il a nommés. Toutes les technologies sont très similaires, c'est-à-dire on fait la fusion et ça fait beaucoup de chaleur, il faut refroidir, on utilise de l'eau. C'est ça qu'on appelle des réacteurs à eau. Pourquoi les scientifiques, dans les années 50, ils ont réalisé ce choix? Parce qu'on n'avait pas les matériaux, parce que les technologies existaient et d'autres concepts de réacteurs existaient, mais on ne pouvait pas les industrialiser en masse. Et on n'avait pas les matériaux, on n'avait pas les systèmes computationnels pour permettre de montrer la sûreté, la fiabilité, toutes les études qu'on réalise dans ces réacteurs-là. Qu'est-ce qui est en train d'arriver ici en 2020?
c'est qu'en 2020, on voit arriver les SMR, Small Modular Reactors, c'est-à-dire des petits réacteurs qui vont se coupler beaucoup mieux avec les renouvelables. Il y a deux types de technologies, celles qui sont dans la lignée, qui vont continuer à être des réacteurs à eau, mais il y a d'autres réacteurs où on va changer la technologie. Et c'est la première fois, depuis les années 50, où il y a une innovation de rupture dans l'industrie nucléaire. Pourquoi il y a autant de difficultés à construire des gros projets comme l'OPR, l'AP1000 de Westinghouse? Parce que pendant 20, voire 30 ans, on n'a pas construit de réacteurs. Les seuls qui ont continué à construire, ce sont des Chinois et des Russes. Eux, ils savent maintenir les prix, ils n'ont pas les difficultés que dans les autres pays, on réalise. Donc, nous, chez Kairos Power, les choix technologiques qu'on a fait, il est le suivant. On utilise un combustible qui est différent, ce sont des pebbles. Donc, ce sont comme des petites pelotes, en fait, des ping-pong. À l'intérieur, il y a des particules d'uranium. Mais pourquoi ces pebbles ils sont aussi importants? C'est parce que la réactivité ne peut pas sortir de ces pebbles. Donc, ça, c'est un grand avantage par rapport au système qu'on connaît aujourd'hui, avec on appelle ça des claddings, qui sont beaucoup plus longs, ils sont beaucoup plus exposés, même s'il y a eu des recherches fondamentales qui ont été aussi réalisées dans les technologies actuelles. Mais nous, on est vraiment dans une rupture. Cette technologie a été développée par Oak Ridge National Lab dans les années 60. Et à nouveau, c'est pour problème d'industrialisation, des manques de matériaux. Mais aujourd'hui, on sait leur fabriquer et on sait leur mettre en production. La deuxième rupture, c'est comment je vais refroidir pour éviter justement passer un certain nombre d'énergie quand il y a la fission qui arrive. Ça que je vais réaliser, c'est que nous, chez Kairos, on a fait le choix d'utiliser ça qu'on appelle des sels fondus. C'est-à-dire, comme je n'ai pas l'eau ne monte pas et je n'ai pas besoin d'opérer avec je peux opérer en fait avec une pression atmosphérique. C'est-à-dire que ça évite les containments, tout un tas de systèmes de sécurité qu'il faut mettre en place. Quand le professeur Jacopo il parle d'une sécurité passive, c'est ça que je suis en train de vous expliquer, comment on arrive à maîtriser ces grandes puissances énergétiques tout en sûreté, sans rajouter des systèmes ça qu'on appelle un footprint industriel en dessus pour les maîtriser. C'est pour ça que ces petits réacteurs ils sont super intéressants parce qu'on est dans la rupture en fait vraiment technologique sur comment les réaliser. C'est quoi la conséquence physique? La conséquence physique, c'est que finalement, ces réacteurs ils ressemblent à peu importe quelle usine que vous pouvez voir dans l'extérieur d'une ville. Parce que on a du fait qu'il est passivement sûr et qu'on n'en a pas besoin d'avoir tous ces systèmes de sûreté autour, il donne beaucoup plus de flexibilité et forcément, ça va avoir un impact sur les coûts. Tout ça, évidemment, c'est géré par les autorités de sûreté. L'industrie nucléaire avec l'industrie pharmaceutique, je pense que ce sont des industries qui sont des régulateurs extrêmement rigoureux. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que c'est innover avec eux. Donc, quand quelqu'un comme NuScale il a obtenu ça, c'est un gros pas. Ils ont travaillé pendant plus de 15 ans pour le faire. Donc, évidemment, tout ça, c'est fait avec l'accord du régulateur. Dans notre cas aux États-Unis, ça s'appelle la NRC, qui nous aide et qui est avec nous dans les laboratoires de temps en temps pour suivre tous ces développements qui sont faits. Donc, il y a beaucoup de pays qui développent ces systèmes. Donc, aujourd'hui, les pionniers ils sont les Chinois et les Russes. Je pense que c'est dommage parce qu'il y a énormément de compétences techniques en Occident. Les Canadiens, ils sont aussi en train de faire un appui et avec une feuille de route dans leur transition énergétique qui est très claire. Et ils s'appuient parce que les Canadiens, forcément, ils ont une difficulté. C'est qu'ils ont beaucoup de sites isolés. Ils sont ça qu'on appelle des microgrids qu'il faut quand même alimenter de façon sûre. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'avec ce type de technologie, on ne produit pas que l'électricité, comme je disais, on peut produire de la chaleur. Cette chaleur, elle peut être utilisée pour cogénérer et créer de l'hydrogène. Elle peut être utilisée pour l'industrie chimique, mais elle peut être aussi distribuée directement pour chauffer les villes. Et c'est pour ça que tous ces concepts-là, ils sont très intéressants. Je dirais que le challenge, il est énorme. Tout n'est pas résolu, mais l'opportunité et l'impact qu'on peut avoir avec ce type de technologie et ces petits réacteurs, comme vous dites en français, ça vaut la chandelle. Et
peut-être ce n'était pas comme ça l'expression, mais vous allez me pardonner. Mais je pense que ça fait partie intégrante d'une transition énergétique réussie, tout simplement.